Rapidement, nous allons à présent passer, puisqu'on ne voulait pas une séance inaugurale qui soit uniquement dans la forme, on va déjà plonger dans des contenus pour vous donner aussi un petit peu une idée et prendre un petit peu de hauteur avec quelqu'un qui est aujourd'hui un professionnel des organisations qui nous a rejoint ici. Qui, pendant une vingtaine de minutes, va nous donner une perspective sur les changements organisationnels, les changements individuels et leur impact dans, aujourd'hui, la manière dont on peut organiser les structures. Je place la parole à Jean-Paul Erhardt, qui va vous passionner, j'en suis sûr, et vous captiver. Je fais un peu monter la pression. Pendant une vingtaine de minutes, je vous demande de lui réserver un accueil très chaleureux. Jean-Paul Erhardt. Merci. Tout le monde va bien? Ça va lundi matin? Bon, on va passer tout près d'un effet stromboscopique. J'ai 20 minutes sans slide. Donc accrochez-vous, mais vous allez voir, ça ne va pas être très très compliqué. Faites-moi un crédit, si vous voulez bien me faire ce petit plaisir-là. Je vais vous asséner en 20 minutes une série de vérités définitives. On ne va pas échapper à la caricature, forcément. Mais faites-moi le crédit simplement que si vous voulez qu'on en discute par après, que je vous explique ce qu'il y a derrière, le détail, etc., on prendra le temps, je suis vraiment à votre disposition. Donc ce dont moi je vais vous parler, en fait, c'est ça. Et évidemment, je remercie et je félicite les organisateurs de la Semaine de la Créativité de commencer par ce sujet-là, parce que voilà, sans les gens qui travaillent dans les entreprises, dans les organisations, sans vous, effectivement, il n'y a rien qui existe, il n'y a rien qui se passe. Le point, c'est que l'on constate aujourd'hui que, donc je vais vous parler de ça, mais je vais vous parler aussi de ce qu'on appelle beaucoup, c'est un thème qui vient du design, la simplicité. Je vais vous parler aussi de quelle manière on peut finalement rendre nos entreprises beaucoup plus favorables à la mise en place de la créativité, parce qu'on n'aura pas de difficulté à s'accorder sur un principe simple, c'est que la plupart du temps, nos entreprises brident la créativité, voire parfois même la tuent. Et donc, il y a une série d'éléments qu'il faut comprendre, qu'on a résumés en 12 points, une série d'éléments à comprendre qui peuvent vous permettre en tant que manager, qui peuvent vous permettre en tant que travailleur, qui peuvent vous permettre aussi parfois en tant que partenaire d'autres organisations qui rencontrent des soucis, de voir comment on va pouvoir débloquer nos organisations en installant de l'innovation organisationnelle, mais aussi finalement en comprenant le monde dans lequel on évolue. Donc, si on regarde le monde de l'entreprise aujourd'hui, le monde des organisations, il y a un momentum. Pourquoi? Parce que, voilà, tous les projets, tout ce qui se passe, tous les projets de changement dans une organisation, tous les projets d'innovation, toutes les communications qui visent à présenter ces projets commencent par la même chose. Ça, le monde bouge vite. Ayez peur. Et on passe son temps à foutre la trouille aux gens qui travaillent dans des organisations en disant « si on ne bouge pas, on va mourir ». Et on se dit, ça c'est un super motivateur, comme ça les gens vont se bouger. Or, la plupart des gens, quand on leur dit si on ne bouge pas, on va mourir, qu'est-ce qu'ils font? C'est le réflexe du lapin qui est pris dans la lumière des phares. Hein. Ils attendent que ça passe. Mais on continue. Et on dit, si on ne bouge pas, on va mourir. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Ça, c'est notre réalité. Ça va péter. Ou bien ça donne ça. La plupart du temps, moi je passe mon temps sur les plateaux de télévision, RTL TVI m'appelle pour me dire « Ouais Jean-Paul, on aurait besoin d'un expert pour parler du bore-out. » Ok. La semaine suivante, Jean-Paul, on aurait besoin d'un expert pour parler du brown-out. Ok. Oh, Jean-Paul, on aurait besoin d'un expert pour parler du droit à la déconnexion. Ouais, moi on est entre nous, je peux vous le dire, j'en ai plein le dos. Hein. J'en ai marre de parler de ça. Je voudrais bien parler de temps en temps de tendances qui sont positives sur le monde du travail, de ce qui se fait d'intéressant dans des organisations. Mais quand même, notre réalité, c'est ça. Et c'est le technostress. Ça m'amène à un point. Moi, j'ai la chance, ou la malchance, ça dépend du point de vue où on se place, de fréquenter chaque jour tous les départements RH du pays. Grande entreprise, petite entreprise, secteur marchand, secteur non marchand, secteur public. Et donc, tout ce dont je vais vous parler ici, ça marche dans toutes les organisations. C'est valable pour toutes les organisations. Et le premier constat, c'est que le RH, c'est fini. Alors on dit souvent, ça fait toujours son petit effet quand j'ai en face de moi un groupe de 80 RH d'une grande entreprise, je leur dis « votre job est mort, il va falloir faire autre chose ». Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ça fait des années qu'on en parle, et même Harvard Business Review le met en couverture. C'est tellement vrai que si vous voulez faire une carrière de vilain au cinéma, il faut prendre le rôle d'un DRH. La représentation du monde de l'entreprise dans le cinéma, la représentation du rôle de DRH, c'est terrible, hein. Ça, c'est un nouveau film qui vient de sortir, vous avez peut-être entendu parler, Corporate, Lambert Wilson.
c'est un super rôle de vilain. C'est quoi son job? DRH. Un job pourri. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas intégré tout ce dont on va essayer de parler en vitesse avec vous aujourd'hui. Festival de Cannes, il y a 2 ans, Vincent Lindon, Palme d'Or. Pourquoi? La loi du marché. Encore un film qui est super positif pour la représentation de l'entreprise. Le capital. Enfin, il y a plein d'exemples. La représentation du monde de l'entreprise dans les médias, la représentation du monde de l'entreprise dans tout le domaine culturel est catastrophique. Et il y a des raisons pour ça. C'est tout ce que je vous ai montré auparavant. Alors, il faut changer de paradigme. On est d'accord jusque-là? Vous pouvez me répondre. Oui? Alors, changer de paradigme, ça veut pouvoir au peuple, ça veut dire se réinventer, et ça veut dire effectivement mettre en place des pratiques de disruption. Alors pour vous, c'est facile, parce que si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà convaincu qu'il y a cette nécessité-là. Maintenant, on va voir comment. Le principe, c'est comment est-ce que je peux installer de la disruption, notamment pour gérer une matière aussi complexe que les gens dans une organisation, comment est-ce que je vais pouvoir réaliser du changement dans mon organisation. Et je vais vous présenter donc 12 constats positifs qui vont peut-être vous permettre de lire l'entreprise différemment. Alors, c'est peut-être pas toujours fondamentalement nouveau, bien sûr, mais si vous prenez tout cela ensemble, vous allez voir que vous sortirez d'ici avec une autre vision du monde de l'entreprise, une autre vision de la manière dont on peut gérer les gens au quotidien. Alors 12, ça veut dire qu'il y a 3 équations majeures qu'il faut pouvoir décoder aujourd'hui quand on est chef d'entreprise, qui sont des équations qui sont valables dans la société. Je vais y venir. 1, l'économie de l'émotion. 2, épanouissement et travail. J'ai mis épanouissement et travail pour pas taper bonheur au travail, parce que moi ça fait 7 ans que je travaille là-dessus, et j'imagine que comme moi vous en avez tellement parlé que vous en avez plein le dos aussi. Donc, mais ça recouvre la même réalité. Et la 3e, c'est peut-être la plus complexe, mais la plus intéressante aussi à mon sens, c'est le management des paradoxes. Après, je vais vous présenter 4 nouveaux paradigmes managériaux, qui sont des transformations en cours dans toutes les entreprises. Et parfois, je suis amené à faire des conférences dans le secteur des soins de santé. On dit, mais non, nous, Jean-Paul, on n'est pas concernés par ces transformations. Libérisation, pas chez nous. Et en fait, ça se passe déjà et ils ne le savent pas encore. Le secteur public, même chose. Et enfin, 5 challenges majeurs en matière de people management pour les organisations aujourd'hui. On y va? C'est parti. 3 équations. La première, l'économie de l'émotion. En fait, c'est relativement simple. Il y a 3 endroits aujourd'hui dans lesquels on a des émotions collectives. 3 endroits dans lesquels, en fait, on peut avoir un kiff ensemble. C'est pas compliqué, c'est des endroits où on chante ensemble. Parce que quand on chante, on a une émotion. Ces 3 endroits, c'est 1, les stades. 2, votre avis? Les salles de concert. Les salles de concert et les salles d'opéra. La monnaie n'a jamais été... Enfin, c'est un business rutilant, la monnaie. Avant même d'annoncer leur programme de la saison qui va venir, ils sont complets. Donc, ils ne se posent pas de questions. Ça marche. 3, l'entreprise. C'est l'endroit dans lequel on peut avoir des émotions collectives. C'est l'endroit où on peut vivre quelque chose de formidable ensemble. Tant mieux, 10 heures par jour, minimum 5 jours semaine. Donc, on a intérêt à y vivre quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rôle de l'entreprise aujourd'hui, c'est d'arriver à créer un lien différent. Ça veut dire que le rôle de l'entreprise, c'est un lien évidemment avec ses clients. Mais ce lien avec ses clients, vous avez déjà compris qu'il ne fonctionnera que si vous avez le même lien avec vos collaborateurs. Le principe, c'est le gros avantage de notre société aujourd'hui, c'est l'impact de la transparence. Le principe qui consiste à dire, on va faire belle figure. On va cacher nos problèmes en fait, et on va aller vers nos clients et le client ne va rien voir. Ça ne marche plus. L'expérience client que l'on veut apporter, s'il n'y a pas derrière une expérience collaborateur qui développe au moins la même ambition, ça ne marche plus. Tout est visible. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire en fait à l'intérieur de l'entreprise, sur le plan managérial? C'est intégrer ce principe de l'économie de l'émotion qui consiste en fait avec vos clients à créer une relation privilégiée. Cette relation privilégiée, eh bien, vous devez l'avoir également avec vos collaborateurs. Ça amène des marques aujourd'hui à être évaluées pas seulement sur leur retour, pas seulement sur leur cash, les marques aujourd'hui sont évaluées sur l'amour et sur le respect. Et à l'interne, eh bien, ça fonctionne de la même manière. Vous n'allez pas aujourd'hui surmotiver vos gens uniquement sur la performance. Vous allez les motiver, vous allez les engager sur l'amour et sur le respect. Donc on parle effectivement d'expérience collaborateur en lien direct avec l'expérience client. Et alors c'est le principe de l'œuf ou la poule, on commence où? Je commence où avec je définis l'expérience client et mon expérience collaborateur. Je commence avec... Non, mais bien sûr, on commence toujours avec le collaborateur. Mais on rentre dans un cercle vertueux.
Mais la base, la fondation, elle est là, définitivement là. Donc, l'équation de l'économie de l'émotion, elle est très simple. C'est l'expérience client n'est jamais que le produit des expériences collaborateurs. C'est là où mes bases de mathématiques s'arrêtent. Hein. Donc, l'expérience, ça veut dire quoi? En fait, c'est le produit et non pas la somme. Ça veut dire que il suffit en fait d'avoir une expérience collaborateur négative pour que le résultat soit négatif. Vous pouvez en avoir 99 qui sont des collaborateurs qui sont hyper contents. S'il y en a un qui râle parce que vous ne lui avez pas remboursé sa note de frais, eh bien, il peut vous pourrir la vie. Ou la réputation. Ce qui est grosso modo aujourd'hui la même chose. OK? Il y a un problème par rapport à tout ça, parce que si on a ce principe-là, on dit « Ok, j'ai compris, j'ai plus qu'à dérouler ». Il y a un problème. Le problème, c'est ça. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est « What's in it for me ». C'est pour assurer votre expérience collaborateur, il faut répondre à cette question-là. Et la réponse à cette question-là, elle est facile pour un collaborateur. Qu'est-ce qui compte pour moi? Moi. Et tant que je n'ai pas une réponse à mon besoin, tant que je n'ai pas une réponse à ce dont moi j'ai besoin, pas ce dont mon collègue a besoin, d'accord? Tant que je n'ai pas une réponse à ça, pourquoi est-ce que je vais m'engager? Et il y a un deuxième problème, c'est que vous pouvez avoir deux personnes qui ont le même parcours, qui sont quasiment des jumeaux, qui ont le même job, et vous leur proposez la même chose, et vous pouvez avoir ça. Vous pouvez avoir deux réactions différentes, simplement parce que peut-être qu'il y en aura un qui aura eu une mauvaise soirée la veille. D'accord? L'individualisation de la relation sur le lieu de travail, aujourd'hui, c'est ça. C'est tout l'enjeu, tout l'intérêt, en fait, d'une fonction RH moderne. Alors, quand on me dit ça, on dit « Ouais, mais Jean-Paul, tu es en train de porter un modèle qui est un modèle hyper individualiste. » Non, parce que nos gens sont compliqués. Et donc, nos gens sont totalement individualistes, non pas égoïstes, mais dans le même temps, ils sont totalement collectifs. Même les super-héros travaillent ensemble. Hein. Et donc, il faut accepter que nos gens soient compliqués. C'est là où je vous parle de simplexité. Oui, en fait, principe simple, les gens veulent une réponse individuelle à leurs besoins. Mais en plus de ça, ils sont collectifs. OK? Et donc, il faut leur parler d'autre chose. Et vous voyez, des grands managers qui leur disent, effectivement, on parle de quoi aujourd'hui pour engager une équipe où il n'y a que des stars? On parle d'amour. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de relativiser la position d'un manager. Quand on a compris l'économie de l'émotion, on développe des super projets, on lance des super produits, on fait des changements d'organisation. Mais qu'est-ce qui reste quand on s'en va? Parce qu'un jour, on s'en va. Moi, je l'ai fait, j'ai travaillé dans des grandes organisations. Le premier jour où j'arrive, je dis, il y a une certitude, c'est que je vais partir. Mais il y a une chose qui reste, c'est les relations entre les gens. Les projets disparaissent. Parce que celui qui va me succéder, il va de toute façon vouloir démonter ce que moi j'aurais fait. Par principe. Et celui qui viendra encore après, il refera sans doute ce que moi j'avais fait. Par principe aussi. Mais qu'est-ce qui reste? Les relations entre les gens. Rien d'autre. D'accord? Ça, c'est l'économie de l'émotion. Deuxième équation majeure qu'il faut intégrer, l'épanouissement et le travail. Simple. Si vous voulez savoir si vous êtes heureux au travail, il suffit de se poser la question. Je suis heureux? Oui. OK, je continue. Je ne suis pas heureux? Non. OK. Peut-être j'aime le malheur. Je reste, je ne change rien. Ou peut-être, effectivement, j'ai envie de bouger. OK, je change quelque chose. La règle est simple. Hein, on a créé cette équation-là, c'était en 2010. Hein. Si vous voulez avoir effectivement du bonheur, de l'épanouissement, du bien-être, peu importe le mot qu'on met derrière, et de la performance, parce qu'ils sont totalement indissociables, il faut donner de la liberté aux gens et il faut donner de la responsabilité. Facile. Les leviers du bonheur au travail, ils sont connus. Je vous les résume sous forme de 4 ici. Faites confiance à vos gens. Pas compliqué non plus, mais ça veut dire un vrai changement de culture. Sortir de la culture du contrôle, passer à la culture de la confiance. Expliquer ce qu'ils sont en train de faire. On se lève le matin pour faire quelque chose, pour participer à un objectif qui est plus grand que soi. La connexion, c'est à mon sens le plus important. Les gens se lèvent le matin, viennent travailler, pourquoi? Pour être avec leurs potes. La première raison pour laquelle quelqu'un reste dans un job, ou la première raison pour laquelle quelqu'un part d'un job, étude à l'appui, ce n'est pas le salaire. Hein. Le salaire, c'est la 6e raison. La première raison pour laquelle je reste ou je pars d'un job, c'est la qualité des relations avec mes collègues et avec mon boss. Ça veut dire, je peux être mal payé, mais j'ai un patron super, je reste. Je peux avoir le meilleur salaire du monde, mais mon patron est un psychopathe, je me casse. Simple. Et le 4e levier, c'est le bien-être. Les conditions matérielles, c'est ça. Voilà. Le salaire, c'est ça.
La qualité du bureau, donner, oh oui, j'ai de la chance, j'ai une plante. Ok, j'ai 3 fenêtres, super. Mais ça, c'est voilà, c'est limite du détail. Mais tout ça mis ensemble, ça contribue au bien-être d'un travailleur. Donc voilà ce qui concerne, je veux dire, la deuxième équation qu'il faut intégrer aujourd'hui, c'est une équation fondamentale. C'est loin d'être la seule, mais c'est une équation fondamentale à laquelle il faut répondre. La troisième équation, c'est le management des paradoxes. Alors le management des paradoxes, c'est pas très très compliqué non plus. C'est le rôle d'un manager, c'est de rendre les choses lisibles. Aujourd'hui, quand on travaille dans une organisation, on passe son temps à être confronté à des contradictions. La plus simple, la plus fréquente que moi j'entends aujourd'hui, c'est de dire voilà, tu as un smartphone, tu as une tablette, tu as un ordinateur portable, tu as une connexion VPN, tu peux travailler à la maison quand tu veux, quand tu veux. Et puis on leur dit, n'oublie pas de te déconnecter de temps en temps. Hein. Je fais quoi avec ça? On me donne tous les équipements, mais on me demande de me déconnecter. Il y a des gens à un moment qui se disent, il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est ce qu'on appelle une injonction contradictoire, ce qu'on appelle un paradoxe. Mais en fait, le paradoxe ultime, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on fait au quotidien vise à éliminer le travail qu'on est en train de réaliser, à l'améliorer, à changer. Et donc, on est sans cesse dans des contradictions. Ça donne ça. Ça, c'est la réalité du travail que la plupart d'entre nous connaissent aujourd'hui. Et l'équation des paradoxes, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, elle n'existe plus, qu'on le veuille ou pas. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, le bureau rentre à la maison. Et ça veut dire, et ça fait chier bon nombre de managers, bon nombre de DRH, bien sûr, la maison rentre au bureau. J'étais encore dans une grande boîte à Liège vendredi après-midi, on dit, tu te rends compte? Et on a regardé, hein, et les gens font leur virement bancaire, généralement, tu sais à quelle heure? À 11 heures. Ça veut dire qu'il y a un tordu qui passe son temps à analyser les statistiques pendant lesquelles les gens se connectent au bureau sur le home banking. Oui, ça c'est la réalité de beaucoup d'entreprises. Il va falloir que ça s'arrête. Sinon, la motivation, elle ne sera jamais là. Et donc le leadership, il doit s'exercer aujourd'hui. Vous voyez, mes bases de mathématiques, finalement, j'ai dit qu'elles n'étaient pas terribles, mais elles sont encore là. Hein, A plus B au carré, pour ceux qui suivent. Hein. Le leadership va s'exercer sur la sphère privée et sur la sphère professionnelle. Et si le leadership s'exerce sur la sphère privée et sur la sphère professionnelle, bien sûr, vous allez avoir de meilleurs professionnels, mais vous allez aussi avoir de meilleures personnes sur le plan individuel qui vont grandir. Et évidemment, vous allez avoir un équilibre qui va être dédoublé, qui va être 2 fois amélioré. Mais ça veut dire, pour un manager, ça veut dire quoi le management des paradoxes, arrive à réconcilier? Ça veut dire qu'on change de paradigme. On change de paradigme, ça veut dire on passe de là à là? Non, hein. La complexité, ça se superpose. Et donc là où un manager, avant, parlait du respect de la vie privée, aujourd'hui, il va devoir parler d'intimité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me plotte, c'est terrible. Là où un manager parlait de dynamique collective, demain, il va devoir parler aussi d'ambition personnelle. Reconnaître que quelqu'un vient pour se réaliser, lui, à l'intérieur d'une organisation. Et donc, bien sûr, les gens ne font pas abstraction de leur ambition individuelle, même s'ils participent à un objectif d'ensemble. Reconnaître qu'à partir du moment où on parle d'engagement, il faut pouvoir parler de lâcher prise aussi. Quand on parle d'efficience, on doit parler valeurs. Et quand on parle de prise d'initiative, on voudrait que tous nos collaborateurs prennent l'initiative. Ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas aujourd'hui l'accompagnement. OK? 3 équations. Elles sont claires? 4 nouveaux paradigmes managériaux. 1. L'espace-temps. C'est fini. L'espace-temps a explosé au travail. Il y a encore des entreprises qui se préoccupent de mettre en place des horaires flexibles. Et donc, oui, d'accord, c'est entre 7h30 et 9h30, etc. Tout ça, c'est terminé. Et l'espace-temps, ça se concrétise comment? La majorité des grandes entreprises que je vois aujourd'hui sont engagées dans des projets de transformation de l'environnement de travail. Et donc, les horaires, ça ne veut plus rien dire. Le lieu, tout est possible. Mais qu'est-ce que ça donne aussi souvent? C'est le télétravail avec les représentations en disant, bah oui, le télétravail, les gens foutent rien, le télétravail. C'est du temps partiel déguisé. Et on a des représentations. Et en fait, l'enjeu du télétravail principal, là où la plupart des entreprises se trompent, c'est pas d'organiser le télétravail, c'est d'organiser le retour au bureau. C'est quand je travaille à la maison, il faut qu'à un moment, on me donne une raison de revenir au boulot. Hein. Il faut qu'on me donne une raison de revenir dans un environnement qui soit waouh. Sinon, je serai chez moi. OK? Et on se rend compte que ce nouveau paradigme managérial, en fait, il peut contribuer à un des leviers du bonheur au travail, à savoir le bien-être. Deuxième paradigme managérial, transformation digitale. Alors, la transformation digitale, c'est pas très très compliqué. En gros, dans la plupart des organisations, ça donne ça.
On a du big data. On va faire du reporting. Ça, c'est la spécialité des RH notamment. On va faire du reporting, générons des rapports. Il nous faudrait un indicateur. Et pour ça, on a besoin d'un indicateur. Alors, je ne sais pas si c'est une grande nouvelle, hein, mais sachez-le, 95% du reporting qui est produit n'est pas lu. 5% est utilisé. 95% n'est pas lu. Ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien. Il permet à la personne qui le génère de comprendre ce qu'il fait. Ce qui est déjà bien. Mais ça ne sert qu'à lui. Personne ne le lit. OK? Simplifier, hein. Éliminer, hein, tout ce qui n'est pas nécessaire. Par contre, il y a une grande valeur dans la transformation digitale. La transformation digitale, elle a permis de changer de paradigme. On est passé d'un paradigme où le pouvoir appartenait à celui qui détient l'information. Le paradigme aujourd'hui, c'est le pouvoir appartient à celui qui partage l'information. Je pense même qu'on est déjà sur un troisième paradigme. C'est même plus ça, en fait. C'est même plus une question de détenir ou de partager l'information. Le pouvoir, appartiendra demain à celui qui aura la capacité à mettre les gens ensemble. C'est encore un changement, hein. On y vient. Et donc, la transformation digitale, ça permet essentiellement de faire ça. Ça permet effectivement de se connecter. Ça permet de rentrer dans une conversation. Et donc, ça a un impact sur un autre levier du bonheur au travail, la connexion. C'est un outil formidable, le digital. Parce qu'à la fin, ça se termine toujours de la même manière. Quand est-ce qu'on se voit? Quand est-ce qu'on va boire des coups? Et ça, c'est génial. Troisième paradigme managérial, les questions des coopérations. Moi, je mets les questions des générations dedans parce que je sais qu'on vous bassine avec la génération Y, la génération Z, etc. C'est du pipeau, hein. Ils veulent tous la même chose. Le top 3 est hyper stable. Baby boomers, génération X, génération Y, génération Z. Le top 3 des attentes vis-à-vis de l'entreprise reste identique. L'ordre change parfois un peu, mais le top 3 reste le même. Sécurité d'emploi, développement personnel, qualité des relations avec les collègues. Point. Ah, la génération Y, elle veut du sens. Et les précédents, pas? Bien sûr que si, hein. Ah, elle veut du développement durable. Oui, essayez de la faire rouler en Prius, en voiture de société. Elle veut du développement durable en BM, comme tout le monde. Hein? La génération Y, simplement, elle dit, voilà, je suis bon. Elle a une plus grande confiance. Donc, qu'est-ce qui change, en fait, entre les générations? C'est les modalités de coopération. Mais les attentes, elles sont identiques. Voilà, il faut s'habituer dans les salles de cours à avoir ça. Il faut s'habituer. Quand vous êtes en conférence, moi je faisais des conférences il y a 10 ans, la première chose que quand les gens arrivaient à l'hôtel, ils disaient oh, est-ce qu'on peut faire le check-in dans les chambres? C'était la première question quand ils arrivaient dans la salle de conférence. Aujourd'hui, c'est pas ça, hein. Aujourd'hui, c'est quel est le code du Wi-Fi? Et avant, on disait s'il vous plaît, éteignez vos GSM. Maintenant, on dit s'il vous plaît, allumez vos GSM, tweetez. Enfin, dites à tout le monde que je suis ici. D'accord? Et on dit ouais, mais c'est un problème de génération. Faux. Les gens les plus connectés sont les anciens. Donc il faut sortir des idées reçues, hein, il faut sortir des problèmes de génération. Ce qui change, c'est la vitesse et la manière et les médias avec lesquels on coopère. Et donc la connectivité est un élément essentiel. Et le quatrième paradigme managérial, c'est le nouveau leadership. Alors, nouveau leadership, nouveau entre guillemets, mais un leader aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas un leader comme c'était hier. Même s'il y a encore des anciens qui restent, il y en a peut-être même encore dans la salle ici. Des anciens leaders, vous voyez à l'ancienne? Je tiens mon équipe. C'est plus comme ça. Alors effectivement, on a d'autres concepts, hein, transparence, humilité, simplification, droit à l'erreur. Une fois que j'ai dit ça, j'en vois, quand j'ai un comité de direction en face de moi, je vois petit à petit qui s'enfonce dans la chaise. Oui, de temps en temps, et puis non, ça redescend. Bah oui, c'est tout ça. Ça veut dire que ce modèle-là ne marche plus. Hein. Le modèle qui dit j'écrase tout, non, ça ne marche plus ce modèle-là. Alors, parfois, on me dit, ça c'est ma minute démagogique, parfois on me dit, bah oui, mais le leader de demain, en fait, c'est un leader féminin. Ce sont des qualités essentiellement féminines. Mon avis par rapport à ça? Vous savez pourquoi? À cause de ça. La plupart des femmes que je vois dans une position de leadership développent les mêmes défauts, voire pire, que leurs homologues masculins. Ce n'est pas une question de genre, là non plus. C'est une question d'attitude, c'est une question de rapport aux autres.
Alors, recyclage des leaders, que doit faire en fait un leader aujourd'hui? Ça, c'est un programme de formation qu'on va proposer en 5 jours. Le premier jour, il fait quoi? Il fait de la prévention. Un leader ne peut pas accepter qu'il y ait un collaborateur dans son équipe qui décroche, qui soit en burn-out. Donc, je dois le voir, je dois le sentir, je dois le reconnaître et je dois le gérer. Le deuxième, c'est de faire de la mise en contexte. Je dis, un leader, il fait de la géolocalisation en fait. Pourquoi c'est important que toi, aujourd'hui, ici, tu fasses ça? Pourquoi? À quoi tu participes? À quoi tu contribues? Le troisième jour, il fait de l'alignement. Donc, quand il fait de la géolocalisation, il fait de l'individuel. Le troisième jour, il fait de l'alignement. Il dit, si toi tu fais ça, si toi tu fais ça, toi tu fais ça, et c'est tout ça important, ok, comment est-ce que tout ça participe à un objectif collectif? Et donc, j'aligne les équipes dans la même direction. Le quatrième jour, il développe la confiance. Et on vient sur ce besoin de développement personnel. J'y arriverai jamais, chef, c'est trop compliqué. Si, tu vas y arriver. Et le cinquième jour, il fait de la communication pour éviter les malentendus. Ok? Et le principe de la communication, c'est simple. Cohérence, crédibilité. Tenant compte d'un élément. S'il y a un élément qui est vrai au niveau des générations, c'est que l'argument d'autorité, ça ne marche plus. Hein. Tu le fais parce que je dis et parce que je suis chef, j'ai raison, ça ne marche plus. Hein. Et on le voit dans les écoles. Hein. Je regarde Pascal Charlier en face de moi, je sais qu'il entend ce que je dis. Je le vois avec ma fille quand elle rentre de l'école. Effectivement, non, hein. Le prof a dit ça, je vais aller vérifier. Hein. Donc dans l'entreprise, il n'y a pas de raison à ce que ça fonctionne d'une autre manière. Alors, ça va? 4 nouveaux paradigmes managériaux. Pour terminer, 5 challenges principaux au niveau RH. Je peux vous dire que la majorité des départements RH ne sont pas occupés avec ça aujourd'hui. Le premier, c'est ça. Total Workforce Management. Total Workforce Management, c'est arriver à gérer comme une communauté unique des équipes qui sont totalement éclatées. Donc des équipes qui ont des statuts différents. Aujourd'hui, une entreprise, oui, ce sont des travailleurs en CDI, oui, il y a des CDD, oui, il y a des intérims, oui, il y a des gens qui sont des freelances, qui font partie de la même communauté. Mais moi, je vois encore des boîtes sur lesquelles, oh non, on a la Saint-Nicolas, et donc on va distribuer les chocolats. Ah, mais pas sur ce bureau-là. Pourquoi? Intérimaire. Hein. Et là, ah là, oui, il y a encore des entreprises qui sont occupées avec ça. Ça ne vaut plus. Deuxième challenge, rétention des talents. Oui, la règle de base, c'est qu'un talent va vous quitter 2 ans après être rentré chez vous, quand vous l'aurez formé et qu'il va commencer à être opérationnel. Est-ce une fatalité? Non. Il faut lui proposer autre chose. Il faut qu'il ait le sentiment de travailler dans une nouvelle boîte, avec un nouveau job, avec un nouveau challenge. Troisième, expérience multisensorielle sur le lieu de travail. Ce dont je vous parlais tout à l'heure. Organiser le retour au bureau, et quand on vient au bureau, il faut que ce soit « waouh ». Ça, par exemple, ça a l'air génial, c'est juste la BBC, hein, c'est un pouvoir public. Hein. Et effectivement, il faut proposer une expérience multisensorielle. 4, communication collective cohérente. Je n'insisterai jamais suffisamment sur ça, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde porte le même message dans l'organisation? 5, alors jusqu'à présent, je n'ai pas encore parlé de syndicats, or c'est très très important. Bien sûr que la concertation sociale doit rester, mais elle doit porter sur les bons sujets. Il serait temps que nos entreprises se préoccupent de sujets qui sont des sujets sociétaux. J'en vois beaucoup qui le font. Et c'est sur ça qu'on doit travailler avec les organisations syndicales. Pas sur des cas individuels, où les cas individuels peuvent être gérés par un département RH qui fait bien son boulot. Par contre, est-ce qu'une entreprise peut accepter, j'étais avec une entreprise de grande distribution il n'y a pas longtemps, hein, mais est-ce qu'une entreprise peut accepter aujourd'hui d'avoir dans son effectif des travailleurs pauvres? Non. Est-ce qu'elle doit travailler sur ça avec les partenaires sociaux? Oui. Voilà ce sur quoi je pense qu'il est important de s'engager aujourd'hui en matière de people management. Voilà, je vous remercie de votre attention.